Bienvenue encore cette semaine à Hockey le Magazine. Je suis en compagnie de Jasmin Leroux, mon acolyte. Alors, Salut, Jasmin, Danny. comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Dis-moi, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Ben, écoute, on s'en va du côté de Deck Hockey Montérégie pour parler justement de Deck Hockey, une forme de hockey qui, comme vous le savez tous, est en grande ascension au cours des dernières années. On les a visités à quelques reprises et c'est la première fois qu'on en parle cette saison. Bien hâte de vous présenter cela. Et on va également aller dans le gymnase avec Stéphane Dubé et notre modèle Nathan Légaré des Penguins de Pittsburgh pour parler de force unilatérale. Alors, on se retrouve dans quelques instants là-dessus. De ton côté, sur la glace, Académie CCM Play 360. Oui, on est en compagnie d'un de nos skill coachs, qui est un spécialiste du développement individuel, Mathieu Gravel, et on va parler de tous les changements de direction, les virages, mais tout ça à partir de la rondelle. Comment on fait pour protéger celle-ci, l'utiliser à bon escient. À ne pas manquer, Hockey Magazine, c'est parti. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et Deck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum. Le Deck Hockey, c'est une version plus rapide du hockey sur glace, une version qui se joue à pied. En 3 formats, il y a du format 3 contre 3, du format 4 contre 4 puis du format 5 contre 5. Ici, ce qu'on préconise beaucoup au Québec, c'est le 3 contre 3 et le 4 contre 4. C'est ce qui est le plus populaire puis c'est ce qui est le plus en voie de devenir vraiment la norme là, de ce qui va être dans le futur ici, là. La différence entre le hockey sur glace et le deck hockey, c'est évidemment le coût, premièrement. Les coûts sont vraiment moindres au deck hockey. Les équipements qu'on a besoin sont moindres aussi. On n'a pas besoin de patins, évidemment. On n'a pas besoin des culottes de hockey. Donc, au niveau de l'équipement, on a besoin de beaucoup moins de choses. On a besoin seulement des jambières, des gants, un casque puis un bâton. On répertorie environ 150 000 joueurs de deck hockey au Québec. Au Canada et aux États-Unis, on répertorie environ 1,5 million de joueurs. Donc, il y a 10 fois plus de joueurs si on comptabilise aussi les États-Unis avec nous. C'est un sport qui est vraiment, vraiment en haute croissance. C'est le sport qui est, selon moi, le plus en croissance actuellement, là. Ce qui est le fun du deck hockey, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas au hockey sur glace et qui jouent au deck hockey parce que c'est plus accessible que le hockey sur glace où ce que tu dois avoir certains skills de patin qui t'empêchent justement de peut-être aimer ça, de jouer au hockey, là. On a répertorié environ 35 de la clientèle qui est féminine, ce qui est vraiment énorme, là. Il n'y a pas beaucoup de sports. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de sport, en fait, qui fait des compétitions hommes-femmes. Dans le fond, on a des catégories qui sont mixtes, ce qui fait en sorte que les femmes sont beaucoup mises à l'avant au niveau du deck hockey, ce qui est le fun parce que, dans le fond, c'est un sport qui peut se pratiquer en couple autant que individuellement, évidemment, là. Au niveau des enfants, on a une très grande clientèle qui s'en vient au niveau des enfants. On travaille le futur avec justement tout ce qui est scolaire, avec les ligues juniors, là, comme on veut. Là, il y a une grosse hausse d'inscription par rapport aux jeunes. Ce qui explique l'ascension du deck hockey, c'est surtout les nouvelles installations. On joue avec des équipements qui sont vraiment professionnels, ce qui fait en sorte que ça améliore l'aspect du jeu, ce qui est les rebonds, les formats de jeu qu'on peut jouer justement par rapport aux dimensions des surfaces qui sont plus standards. Donc, ça rend le sport vraiment plus uniformisé un peu partout, ce qui fait que ça se pratique partout au Québec dans la même dimension de jeu. Ce qui fait en sorte que l'ascension est vraiment si fulgurante, c'est vraiment l'aspect de visibilité. Évidemment, le sport a vraiment pris une grosse coche de visibilité. On en voit à la télé, on a beaucoup d'événements. On a des grosses tournées québécoises qui se promènent partout à travers le Québec, des gros événements qui rassemblent 200-300 équipes. Ça permet d'avoir de la visibilité dans les médias aussi. Il y a de plus en plus d'inscriptions par rapport à ça parce que plus on gagne la visibilité, plus les gens en parlent. Plus les gens en parlent, bien évidemment, plus ça amène des gens à l'essayer. Puis du moment qu'ils l'essaient, bien, les gens ils tombent en amour avec le sport parce que c'est vraiment une grosse communauté. Puis qu'un coup tu embarques dans cette communauté-là, tu n'as pas envie d'en sortir parce que les gens, c'est considéré comme une grosse famille de deck hockey. On joue avec des gens un peu partout au Québec pour se monter des équipes parce qu'on doit respecter une certaine restriction là, pour rendre les équipes paritaires à travers le Québec dans les événements. Le deck hockey dans 5 ans, bien moi je vois ça vraiment dans plusieurs pays. En fait, là, il y a déjà des compétitions internationales actuellement, mais je vois ça vraiment grandir autant dans les autres pays qu'ici.
ce qui va faire en sorte que le sport va prendre une coche de sérieux encore plus. Le rêve ultime, c'est sûr que c'est de voir le sport aux Olympiques. On en parle souvent, il y a des entreprises ici qui se spécialisent dans le deck hockey, qui aimeraient bien ça, voir ça aller aussi loin. La Ligue nationale de hockey-ball a été créée dans cet objectif-là, d'amener le sport à un niveau vraiment plus haut, qui fait en sorte qu'on n'aura pas le choix d'être reconnu à un moment donné comme pour aller aux Olympiques, là. On se retrouve chez Collect Édition encore pour notre question de la semaine cette semaine avec Pierre. Pierre, on va parler cette semaine d'une série assez particulière, assez spéciale. La série Pro 7, ça a duré seulement de 90 à 93. Et toi, tu es bien placé pour nous dire que ça a marqué l'imaginaire, cette série-là. Elle a fait faillite, puis elle a disparu des radars. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette série-là? Il y a eu, comme dans le boom des années 90, une surproduction intense, puis il y avait beaucoup d'erreurs dans le produit. Le quality control, le contrôle de qualité du produit était vraiment bâclé. Quelqu'un qui n'avait pas fait son travail quelque part, là. Quand tu fais une carte de Raymond Bourque, il y a un petit problème. Ah oui, à ce point-là? Oui. Ça a rendu les cartes justement assez spéciales quand même, puis on a arrêté de les produire en 1993. Oui, exactement. Et ça a tellement été produit que la plupart des cartes valent absolument rien, sauf quelques exceptions. On parle, mettons, de l'hologramme de la Coupe Stanley qui est limité, ou d'autres cartes qui sont super iconiques, comme celle du masque de Patrick Roy ou de la fameuse Pat Falloon qui a été retirée du marché. Fait qu'il reste que quelques petits éléments intéressants quand même dans Pro 7, même si, en grande majorité, ça vaut pas grand-chose. Et notre question est donc, plusieurs cartes de la défunte série Pro 7 ont marqué l'imaginaire des collectionneurs. Parmi les 4 cartes suivantes, laquelle est la plus rare? Est-ce A. Paul Gillis, B. Wayne Gretzky, C. Patrick Roy ou D. Pavel Bure? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quelle carte de la série Pro 7 était maintenant la plus rare en 2021. Et la réponse est A. Paul Gillis. Là, Pierre, il va falloir que tu me l'expliques celle-là, par exemple, parce que quand on compare Paul Gillis avec Wayne Gretzky, Pavel Bure, Patrick Roy, explique-moi pourquoi Paul Gillis est si rare que ça. Exact. Pourquoi le joueur obscur des Nordiques que personne ne se rappelle ou presque? C'est parce que dans la première impression de la série 1 de Pro 7 90-91, Paul Gillis saignait du nez sur la photo. OK. Et cette carte-là, évidemment, du sang, la Ligue n'aime pas ça, a été retirée du marché. Elle est vraiment dure à trouver, puis c'est une carte qui va se détailler dans les 300 $ facilement, contrairement aux autres cartes qui valent à peu près 1 $ chaque. Pour un joueur qu'on connaît quand même pas tant que ça maintenant. C'est pas Joe Sakic. Merci beaucoup, Pierre. De rien. On est de retour au gymnase cette semaine avec Stéphane Dubé au Centre Perform Plus de Boisbriand. Stéphane, cette semaine, on va travailler sur quelque chose qu'on a vu l'année dernière d'une certaine manière, mais je sais que c'est quelque chose en quoi l'entraîneur en toi croit beaucoup, la force unilatérale. Explique-nous qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui. Oui, la force unilatérale, c'est très important. Souvent, les jeunes athlètes, quand ils vont s'entraîner, ils veulent faire des squats, des mouvements tout le temps à 2 jambes. Le hockey, je le dis souvent, ça se passe 70 du temps sur une seule jambe. Donc, c'est important de recréer ça à l'entraînement. Puis c'est important aussi de faire des mouvements unilatéraux pour faire en sorte que les 2 jambes travaillent de façon équilibrée et se développent chacun à leur niveau. Donc, pour avoir les 2 jambes de la même force. Donc, aujourd'hui, on va travailler cette composante-là aussi en gymnase. On va ajouter aussi une composante d'endurance de position. Souvent, on va voir un jeune qui va patiner en fin de présence sur la glace, puis ils patinent quasiment à droite parce qu'ils n'ont plus d'endurance, ils sont plus capables de rester bas sur leurs jambes. Fait qu'il y a des exercices qu'on peut faire qui vont recréer ces situations-là, donc pour améliorer cette composante-là sur la glace. La force unilatérale, tu veux la travailler, c'est-à-dire que les 2 jambes, il faut qu'elles soient aussi fortes l'une de l'autre, mais tu veux les travailler de manière individuelle chacune, c'est ça? Effectivement. Donc, on va travailler toute une jambe pour un éducatif. Après ça, on va faire l'autre jambe. Fait que de cette façon-là, ils ont exactement le même load de travail de chaque côté. Bon, on a encore le plaisir d'avoir Nathan Légaré avec nous comme modèle et on va aller voir ça dans le gymnase dès maintenant. Premier exercice qu'on va proposer, c'est un squat bulgare. Donc, le pied arrière est sur un banc. Puis la difficulté qu'on y met et la particularité qu'on va donner sur l'exercice aujourd'hui, c'est qu'on fait des demi-répétitions. Donc, c'est du 2,5. Donc, pour 2 demi-répétitions, la 3e, on va terminer en haut. Très important au niveau du mouvement de prendre une pause quand on arrive au milieu du mouvement. La raison est fort simple, c'est ce qui crée l'endurance de position. La tête en avant, position parfaite. Encore une fois, on voit que c'est un mouvement qui est contrôlé. C'est du renforcement, mais qui doit être en contrôle. On ne cherche pas à travailler l'explosivité pour ce mouvement-là. Comme deuxième exercice que l'on va proposer, c'est un combiné de 2 mouvements. Donc, un back lunge, un lunge arrière, avec un skating lunge, un lunge de patineur. On a mis un step de rugby au sol, mais le but, c'est d'avoir seulement
un objet qui est un obstacle pour pouvoir vous donner une idée qu'il faut passer par-dessus. Ça force le joueur à faire une flexion de la hanche pour vraiment travailler son fléchisseur. Contrôle. Vous voyez, encore une fois, c'est un mouvement qui sollicite beaucoup de stabilité et d'endurance de position. Mouvement contrôlé. Si tu es à la maison, tu fais le mouvement trop vite, tu n'auras pas les gains que l'on recherche, qui est en endurance et en stabilité. Pour augmenter le niveau de difficulté de l'exercice, on peut utiliser une petite charge. Moi, j'aime bien utiliser un ballon médicinal. Pas important le poids, c'est juste qu'on va augmenter un petit peu le niveau de difficulté. Donc, à la maison, si tu prends un poids puis que tu fais le mouvement trop vite ou pas en contrôle, on n'est pas plus avancé. Fait que c'est juste pour vous donner un exemple de comment augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. Stéphane, l'an dernier, on a parlé de force unilatérale. Cette année, on en parle encore. Et j'ai l'impression que tu vas me dire que chaque année, si on refait des capsules, c'est quelque chose sur lequel tu vas toujours vouloir focusser. Le message à transmettre, c'est qu'il ne faut jamais laisser ça de côté, cet aspect-là de l'entraînement. Effectivement, tu as raison. Puis ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour avoir un programme complet, ça prend des mouvements à 2 jambes et ça prend des mouvements à 1 jambe seulement. C'est un bon combiné du mix des exercices. Juste travailler en unilatéral, c'est pas nécessairement la clé. C'est d'avoir le bon dosage unilatéral puis bilatéral. Fait que c'est de cette façon-là qu'on a des bons résultats. Merci beaucoup, Stéphane. On se revoit bientôt dans le gymnase. Bien sûr. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue à une nouvelle capsule d'équipement avec notre expert favori. Éric, comment ça va? Ça va bien, toi, Bruno? Super bien. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Cette semaine, on a 3 nouveautés. Donc, on aimerait commencer par le bâton, le tout nouveau de Sherwood. Sherwood, Je vais t'arrêter. Mais non, tu n'as pas besoin d'un nouveau bâton Sherwood. Ça fait l'affaire. Ça fait tout. C'est solide comme le rock. Je veux pas te décevoir, Bruno, là, mais ton bâton 99-50 est peut-être un petit peu dépassé. Ah ouais? Ouais, je suis pas mal sûr que tu utiliserais ça aujourd'hui. Tu peux T'aurais pas battre de la misère à lever la rondelle, probablement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer ce nouveau Sherwood-là comparé à lui? C'est vraiment une toute nouvelle dans la technologie. Donc, Sherwood, qui existe depuis maintenant 60 plus que 70 ans, développe des nouveaux bâtons à chaque année qui sont de plus en plus performants. Puis le Record 2021 suit la même chose. Donc, un composite plus léger, c'est un composite qui s'appelle le Blackline 25, qui est vraiment le fruit d'efforts de la compagnie depuis des années. Ça améliore la composite, le poids, la durabilité. Donc, avec ce bâton-là, on est rendu à un tout autre endroit avec Sherwood. Wow, impressionnant. Et quoi d'autre que tu as amené ici pour nous? Bien, un petit peu poursuivre dans la même lignée. Ici, on a le bâton Warrior Alpha LX Pro, qui est aussi un bâton haut de gamme, qui est la même chose avec le composite. Warrior met beaucoup de travail sur son choix de composite. C'est du Minimus Carbon. C'est un anglicisme, c'est le nom du carbone. Puis aussi, il sauve du poids avec le profil qui est un petit peu plus mince. Plus mince ne veut pas nécessairement dire pas durable, c'est juste la construction, la façon que le carbone est roulé, c'est complètement différent. C'est un bâton solide et aussi très léger. Donc, similaire comme dans le patin, c'est encore une guerre de trouver le produit le plus léger possible, la légèreté, dans le fond, qui est très importante. Exact. Les bâtons à ce prix-là, c'est vraiment la performance qui est le critère numéro 1. Et comme dernier, tu en as un qui est assez spécial. Oui, c'est une petite surprise. C'est un bâton à édition limitée qui est disponible dans certains magasins. Donc ici, on voit évidemment qu'il y a un trou dans la palette. C'est pas juste pour le show ou impressionner ses amis. Il y a vraiment un effet exceptionnel sur le bâton. Le dessous de la palette la technologie, c'est Sling Tech. Ça a vraiment un effet de slingshot, je te dirais. Quand tu tapes la rondelle au bon endroit sur la palette, tu peux vraiment sentir la différence. Donc, c'est un bâton édition limitée que Bauer sort une fois par année. Ils sortaient les bâtons ODV depuis 2 ou 3 ans, mais avec ce nouveau-là, le Bauer Sling, ils ont emmené ça à un autre endroit. J'ai 2 questions pour toi avec ça. Comment tu fais pour mettre du ruban adhésif? Est-ce que tu couvres le trou ou non? Bien, c'est une technique? Oui, c'est vraiment quand ils ont sorti le bâton, comme ça l'année passée, le Nexus avec un trou dans la palette, c'était vraiment la chose la plus intéressante à voir sur les médias sociaux. Comment les gens allaient mettre du tape, du ruban sur la palette. En fait, c'est vraiment standard, c'est au choix de tous. Si tu veux monter le trou pendant que tu joues pour impressionner tes amis, tu peux juste mettre une bande qui va de chaque côté puis pas couvrir le dessous. Mais la plupart des gens vont mettre du ruban de façon standard, comme ça, il y a une meilleure adhérence.
Et pour quelqu'un qui a été dans le Bauer longtemps, mais qui va essayer cette palette-là, est-ce qu'il y a une période d'ajustement? Est-ce que c'est un peu plus difficile au début? Non, pas du tout. Il n'y a aucune période d'ajustement. Tu vas juste peut-être faire un petit peu plus de buts. Ah, intéressant. C'est pas garanti, par contre, mais c'est une possibilité. Ouais, c'est intéressant. Bon, bien, Éric, tu m'as convaincu. Je vais aller me trouver une autre arme. Je vais regarder ce que tu as. Merci beaucoup pour le temps cette semaine. Ça me fait plaisir. Et la semaine prochaine, on va continuer d'approfondir le monde des bâtons. Et bien, c'est clair que je suis dû. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Alors, Jasmin, sur la glace, il y a toujours du nouveau matériel. Mathieu, était bien intéressant. De quoi on va parler la semaine prochaine? Bien, écoute, de notre côté, on est allé à Trois-Rivières parce que vous savez qu'il y a une nouvelle concession cette année à Trois-Rivières. Oui. C'est rare qu'on lance des équipes de hockey au Québec. C'est le cas cette année avec les Lions. J'ai rencontré Mark Waitman, président, chef de la direction des Lions de Trois-Rivières. J'ai bien hâte de vous présenter cela. Alors, on va pouvoir voir ça la semaine prochaine, tout comme une première visite chez Accès Physio avec Stéphane Fournier pour parler de remise en forme après une blessure. Ça arrive de temps en temps au hockey, ça aussi. Oui, malheureusement, ça arrive toujours trop souvent. Ouais. Alors, de mon côté, bien, sur la glace, on va être en compagnie de Denis Chalifou pour parler de freinage virage. Alors, une nouvelle technique qui est de plus en plus utilisée à cause du rythme du jeu qui est toujours de plus en plus rapide. À la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et Deck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum.